Après le Burkina Faso, le Premier ministre pour sa première sortie était au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Diango Sissoko a été reçu par les présidents des 3 pays qui ont renouvelé leur soutien au Mali pour une sortie de crise. Le Mali dispose désormais d'une usine de fabrique de fer à béton. Elle a coûté plus de 5,5 milliards de francs CFA et a été inaugurée hier après-midi par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le secteur privé est sérieusement touché par la crise que traverse le Mali. L'impact de la crise sur le secteur, c'est le thème d'une conférence tenue ce matin. Les participants vont formuler des mesures d'urgence et de relance économique pour faire face à la crise. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce message de félicitations du président de la République par intérim au président de la République démocratique fédérale du Népal. Au moment où vous commémorez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'au peuple du Népal, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Une intervention militaire aura lieu dans le nord de notre pays dès que les conditions seront réunies. Ce sont là des propos du Premier ministre Diango Sissoko lors de la rencontre qu'il a eue avec les présidents ivoiriens et béninois. Le Premier ministre a également saisi cette occasion pour réitérer le soutien des chefs d'État au Mali. Envoyés spéciaux à Abidjan et Cotonou, Aboubakar Traoré et Amadou Sankaré. Ce soir à Abidjan avec le président Alassane Dramane Ouattara ou à Cotonou avec le président Yahi Boni, le message dont le Premier ministre était porteur n'a pas changé. Il s'agissait de saluer les chefs d'État pour les efforts qu'ils déploient pour la recherche des solutions à la crise que connaît le Mali, mais surtout réitérer davantage leur appui à ce processus. C'est un message de demande de soutien, davantage bien sûr, au Mali, la part de la CEDEAO. Vous savez combien le président Alassane Ouattara s'est investi quotidiennement en rapport avec, bien entendu, la CEDEAO, Blaise Compaoré, pour que le Mali sorte rapidement de cette crise en récupérant les régions du Nord qui sont occupées par des bandes armées et en organisant des élections crédibles. À la question de savoir à quand une intervention militaire et la tenue d'élections au Mali, le Premier ministre répond. On peut faire confiance en cette intervention. Nous serons réunis, mais nous ferons en sorte que ces conditions soient réunies le plus rapidement possible. Et les élections seront organisées dès que les mêmes conditions seront réunies. Auparavant, le Premier ministre a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Daniel Kablan Duncan. Ici, Maliens et Ivoiriens ont passé en revue l'état de coopération entre les deux pays. C'est ainsi qu'il a été question en matière d'électricité de l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un projet bien avancé, de la relance des activités d'Air Ivoire dans notre pays. Les deux parties ont également souhaité la tenue des travaux de la commission mixte courant premier trimestre de l'année 2013. À Cotonou, Diango Sissoko a eu également un tête-à-tête avec le médiateur de la République du Bénin, Albert Tchéoudjiré. La situation que connaît le Mali concerne directement le Sénégal qui jouera toute sa partition pour aider notre pays à recouvrer son intégrité territoriale. Ces propos sont du président Macky Sall qui a reçu ce matin en audience le Premier ministre Diango Sissoko. Outre la question sécuritaire, les deux personnalités ont échangé sur la vie de l'organisation commune qu'est l'OMVS. Envoyés spéciaux. C'est tard dans la nuit ce jeudi que l'avion transportant le Premier ministre Diango Sissoko a atterri sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. À l'accueil, le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Et c'est ce vendredi que le chef du gouvernement a été reçu en audience par le président Macky Sall, à qui il a remis un message du président John Kounda Traoré. À l'issue de l'entretien entre les deux personnalités, le président Macky Sall a exprimé sa solidarité au peuple malien.
Il a souligné que les difficultés que rencontre le Mali touchent directement son pays. Message de fraternité qui montre la gratitude du président malien à l'égard du Sénégal. Mais nous avons joué un rôle, le rôle d'un frère, d'un ami, parce que ce qui se passe au Mali nous concerne directement. Et donc dans cette crise, le Sénégal n'a fait que jouer sa partition. Donc nous sommes heureux que les choses évoluent positivement à la suite du vote de la résolution. Aujourd'hui donc que le nouveau gouvernement se met en place et que les conditions de la reprise en main par le Mali se précisent. Nous lui avons apporté le soutien du Sénégal. Nous restons toujours déterminés à être aux côtés du Mali pour la reconquête totale de son territoire, mais également pour que la République soit la seule forme d'expression. Nous avons parlé aussi des questions qui nous lient à travers l'organisation du fleuve Sénégal, l'ANVES, et là-dessus, je pense que nous aurons des développements très bientôt. Ce premier voyage du Premier ministre Diango Sissoko à l'étranger depuis sa nomination lui a permis d'échanger directement avec les chefs d'État du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal sur la situation au Mali. Et nous atterrissons à Bamako en même temps que le Premier ministre pour retrouver le ministre des Mines qui a rencontré les responsables de la Chambre des Mines du Mali. Au centre des échanges figure en bonne place le problème de subvention, le recensement exhaustif des sociétés minières. Les deux parties ont également évoqué l'organisation des sous-secteurs qui sont l'orpaillage et l'exploitation artisanale et des matériaux de construction. Fadem Bakita. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique instaurée par le département des mines. Elle consiste à partager l'information et à discuter avec les responsables de la Chambre des mines du Mali sur certaines préoccupations, à savoir l'identité des sociétés minières, le manque de subventions de la part de l'État et les contraintes financières. Donner un coup de pouce à la Chambre d'État et les opérateurs miniers. C'est elle qui apporte également assistance technique aux entreprises qui excellent dans le domaine des mines. Pour juguler les problèmes évoqués, nous avons réfléchi à des solutions. Il s'agit entre autres d'accorder une subvention conséquente à la Chambre des mines du Mali à hauteur de ses missions et à l'instar des autres chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et d'industrie, celles de l'agriculture et des métiers. Selon le premier responsable du département, il faut revoir l'ensemble des politiques et stratégies afin de donner une nouvelle vision au secteur minier. L'aide doit être à l'organisation et au suivi du secteur minier. Chacun dans son domaine et conformément à ses missions doit s'investir au mieux pour que de telles pratiques cessent et pour que l'un des secteurs miniers les mieux organisés et réglementés de la sous-région. La Chambre des mines du Mali, dans le cadre de ses réalisations, envisage d'implanter une raffinerie moderne dans la zone aéroportière. La pose de la première pierre est prévue pour le 10 janvier 2013. La future raffinerie Kankoumoussa sera entièrement financée par la structure. Pour un coût total d'environ 30 milliards de francs CFA, sa capacité de production est estimée à 1,5 tonnes par jour, soit 20 tonnes par mois. Signature mercredi dernier à Abidjan du contrat de fourniture d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Mali, cérémonie présidée par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en présence de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Garibou Pérou pour les détails. L'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire et le Mali est devenue une réalité. D'une puissance minimale de 30 MW en période de pointe jusqu'à 100 MW, le coût global de la réalisation de ces projets exécutés par des Indiens s'élève à environ 67 milliards de francs CFA. Il est le fruit et l'aboutissement concret de l'intégration sous-régionale. Je sais que le gouvernement ivoirien nourrit de grands espoirs, de grands projets, a une très grande vision par rapport justement à l'intégration au niveau de la sous-région et particulièrement par rapport à l'intégration avec le Mali. Nous, notre grand souhait est que tous ces projets, que ce soit les projets d'énergie sur lesquels nous sommes aujourd'hui, que ce soit les projets routiers, que ce soit les projets de chemin de fer, nous, notre grand souhait est que tous ces grands projets soient réalisés, voient le jour
pour la plus grande satisfaction, pour le plus grand bonheur du peuple malien, aussi certainement du peuple ivoirien. Le séminaire national sur l'énergie 2012 a permis de doter le secteur de l'électricité des plans d'action et d'investissement sur la période 2012-2030 pour ainsi permettre de faire face à l'ensemble de nos engagements en matière de fourniture d'énergie, aussi bien sur le plan national que dans la sous-région. Officiellement prévue pour le 18 décembre dernier, la cérémonie d'inauguration de cette ligne d'interconnexion qui passe par Sikasso, Koutiala, Ségou, entre autres, est reportée au 4 janvier 2013. Voilà, Gary, vous restez ici à Bamako qui nous donne les détails de cette cérémonie. Le Mali dispose désormais d'une usine de fabrique de fer à béton. Elle a été inaugurée hier après-midi par le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'usine, qui a coûté plus de 5,5 milliards de francs CFA, permettra d'une part de ravitailler le pays en fer à béton et d'autre part de lutter contre la pauvreté et l'exode rural dans les 16 villages de la commune de Tienfala, située dans le village de Fougabougou. L'entreprise compte déjà 180 jeunes ruraux et atteindra, selon son promoteur, 240 dans les mois à venir. Abdrahman Maïga. Produire plus de 25 000 tonnes de fer à béton par an destiné au marché sous-régional en général et malien en particulier. Telle est l'ambition de cette société indienne spécialisée dans la transformation du fer. Cette unité industrielle qui vient d'être inaugurée par le ministre de l'Industrie et du Commerce est située en plein cœur de Fougadougou, dans la commune rurale de Tienfala, en 2e région. Sa réalisation constitue une réponse à une des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Préoccupations à travers lesquelles le gouvernement ambitionne de faire de l'industrialisation le moteur du développement et de la croissance économique. Je suis fier aujourd'hui de présenter pour la première fois en Afrique une barre de fer gravée sur chaque 60 cm. La marque Imafer TMT, une technologie nouvelle qui donne au fer une qualité supérieure. D'ailleurs, elle est unique actuellement en Afrique. Voilà comment je me suis engagé depuis 2 ans maintenant dans ce projet gigantesque, la première entreprise au Mali. D'un coût de réalisation de plus de 5,5 milliards de francs CFA, cette industrie de fabrique de fer se compose entre autres d'un four électrique d'une capacité initiale de 21 000 tonnes par mois qui sert à fondre la matière première, d'un laminoir d'une capacité de 150 tonnes de produits finis par jour, des hangars et des bureaux. Dans quelques jours, nous serons à Caille pour l'inauguration de la cimenterie de Wassem avec des investisseurs indiens. Ceci constitue la preuve éloquente que malgré la crise qui nous a été imposée, des investisseurs étrangers continuent de croire en notre pays. En plus de ces réalisations, l'implantation de cette entreprise permettra également de lutter contre la pauvreté et de réduire l'exode des jeunes ruraux avec la création de 240 emplois pour les jeunes des 16 villages de la commune rurale de Tienfala. Cette inauguration a été aussi une occasion saisie par le ministre Konaté pour inviter les opérateurs économiques à venir investir dans le secteur industriel afin de contribuer au développement socio-économique du Mali. Un secteur privé moteur de la croissance économique qui est d'ailleurs sérieusement touché par la crise que traverse notre pays. L'impact de la crise politique et sécuritaire sur le secteur, c'est donc le thème d'une conférence tenue ce matin. Elle est co-organisée par le PNUD, l'association Joy Rofa et le Conseil national du patronat, et l'Observatoire du développement humain. Les organisateurs formuleront des mesures d'urgence pour relancer l'économie nationale. Le compte-rendu d'Adama Djindi. La crise politique et sécuritaire qu'a connue notre pays en 2012 a frappé de plein fouet l'économie et le secteur privé en particulier. La suspension de l'aide publique au développement, excepté l'aide humanitaire, l'arrêt de nombreux projets d'investissement et la fermeture de plusieurs unités économiques affectent sérieusement les revenus et l'emploi de milliers de personnes. C'est ce qui justifie cette conférence sur le thème « Effet de la crise politique et sécuritaire sur le secteur productif privé au Mali ». L'un des objectifs de cette conférence doit aboutir à la création d'un cadre de concertation et d'échange entre tous les agents économiques et les pouvoirs publics. Ce qui a le plus manqué dans la gestion de cette crise, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est les échanges. Je voudrais donc, encore une fois de plus, saluer cette initiative, remercier le patronat, l'association de ROFA, le PNUD, les opérateurs économiques, pour avoir mis ensemble vos efforts pour aboutir aujourd'hui à des pistes de réflexion. La crise a pratiquement asphyxié certains domaines tels que les BTP, le tourisme ou encore l'hôtellerie.
70% des hôtels qui sont sur les sites touristiques ont fermé. Les touristes sont inexistants. Et ce serait dommage, vraiment, si l'État ne nous vienne pas en aide. Et les hôteliers qui sont sur place, la plupart d'entre eux ont déjà déserté. Cette rencontre doit aboutir à des mesures d'urgence et de relance économique afin de faire face à la situation. Les experts du Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP ont présenté aujourd'hui leurs produits de recherche et d'études. C'était à la faveur de l'édition 2012 des journées scientifiques de la structure. Le compte-rendu d'Adama Kodjo. Il s'agit pour les experts du Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP de présenter leurs produits, à savoir une demi-douzaine d'études et de recherches. Occasion pour les participants d'apporter leur contribution en vue d'améliorer les documents présentés. Créé en septembre 2005, le centre a pour objectif de renforcer les capacités de l'administration, du secteur privé et des organisations fêtières de la société civile. La rencontre vise à faire connaître les produits du CERCAP, à partager la vocation de renforcement des capacités comme une contribution crédible et durable au développement économique et social du Mali. Les capacités sont importantes, capitales pour notre pays, en ce sens que c'est elles qui permettront l'élaboration et la conduite des politiques et programmes pour faire face à la demande sociale. Au terme de cette édition, les participants procéderont à une synthèse de leurs travaux. C'est la fin de l'année, on évalue le chemin parcouru, d'où la tenue de plusieurs conseils d'administration. Ces jours-ci, le Centre national des œuvres universitaires CENU a tenu le sien. Les détails avec Nando Dambélé. La présente session se tient dans un contexte particulier, marqué par l'amélioration de la qualité des services rendus par les structures de l'enseignement supérieur au Mali. Cette qualité passe par la maîtrise des effectifs d'étudiants, le paiement des droits des étudiants à terme échu et l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, afin que nos enfants, qui sont les étudiants, puissent être bien formés et puissent répondre aux attentes de la nation entière. La session se tient également à un moment où le Centre national des œuvres universitaires traverse d'énormes difficultés liées essentiellement à l'inadéquation de ses textes et de ses ressources de fonctionnement à sa mission. Face à la pertinence de ces difficultés, déjà signalées par la 4e session de notre Conseil, et à la volonté de les surmonter, je tiens à vous rassurer de la disponibilité de mon département à soutenir le CENU et à l'accompagner dans la mise en œuvre des réformes envisagées. Plusieurs documents sont soumis à l'appréciation des 13 administrateurs, parmi eux le projet de délibération déterminant le cadre organique, le projet d'accord d'établissement, le rapport d'activité 2012 et le programme d'activité 2013, le rapport financier 2012 et le projet de budget 2013, lequel se chiffre à plus de 26 milliards 221 millions de francs CFA, avec une baisse de 4,52% par rapport à celui de l'année précédente. 32e session du conseil d'administration de la Poste. Le service traverse une période difficile en raison de la situation socio-économique que connaît le pays. Plus de 15 bureaux de poste des régions sous occupation et celui de Koulouba à Bamako sont fermés. Moussa Fane. Le budget 2013 de la Poste se chiffre en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard 736 millions de francs CFA. Il connaît une baisse par rapport à celui de les activités de la structure ayant connu des perturbations avec la fermeture des bureaux des régions occupées. Cette baisse s'explique par le contexte socio-économique que connaît notre pays. Situation qui a entraîné la fermeture de plus d'une quinzaine de bureaux de poste. Aussi, les activités étant liées donc par l'effet d'entraînement, la baisse des opérations dans un bureau peut avoir des répercussions significatives dans le reste du réseau postal. Pour les administrateurs, malgré la situation socio-économique actuelle, l'espoir est permis. Aujourd'hui, la Poste traverse une période très difficile en raison de la situation que nous vivons. Néanmoins, l'espoir est tout de même permis avec la diversification du partenariat
en matière de transfert électronique d'argent, mais surtout avec l'exploitation future des services financiers postaux. De même, des efforts sont faits pour réduire de manière significative les charges de l'entreprise. Au cours de la rencontre, les administrateurs sont appelés à adopter le procès-verbal de la 31e session. Les rapports d'activité du premier semestre 2012 sera également validé. Le projet de conservation et de valorisation de la biodiversité du Gourma a tenu la 8e session de son comité de pilotage. Les membres examinent le rapport annuel d'activité et le programme de 2013. Malgré l'occupation totale de la zone d'intervention du projet qui arrive d'ailleurs à terme, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Agalia Gagissa. C'est l'hôtel Mandé qui a servi de cadre aux travaux de cette 8e session du comité de pilotage du projet de conservation et de valorisation de la biodiversité du Gourma. Le projet arrive à terme pratiquement dans quelques jours, mais aussi le contexte est caractérisé par l'occupation depuis mars 2012 de sa zone d'intervention par des bandes armées. Cette dernière situation, à n'en pas douter, a eu des répercussions néfastes sur la mise en œuvre de ces activités après le transfert de la maîtrise d'ouvrage des composantes 1, 2 et 3 au syndicat d'intercollectivité du Gourma à Sihar. Elle est à l'origine de la délocalisation actuelle à Bamako du personnel clé du projet et la résiliation de certains contrats. Malgré ces difficultés, les résultats enregistrés durant les 6 ans d'existence du projet sont satisfaisants. Parmi les nombreuses réalisations, l'aménagement des 4 aires de conservation ou de valorisation de la biodiversité dans 22 communes réparties entre les cercles de Douanza en 5e région, Gourma-Ararous en 6e région, Gao et Ansongo. Le financement de 63 micro-projets qui ont coûté plus de 344 millions de francs CFA. C'est pour consolider ces réalisations que les membres du comité de pilotage ont examiné le rapport d'activité au titre de l'année 2012 afin de dégager les perspectives pour 2013. Selon le ministre de l'Environnement, pour la poursuite des activités du projet dont le financement extérieur arrive à terme. Sur 28 activités programmées, la Naser a pu réaliser 22, soit un taux d'exécution de plus de 78%. Ce bilan peu satisfaisant s'explique par la crise que connaît le pays. Les antennes régionales de l'agence ont subi des dommages qui ont occasionné une baisse de près de 3% de son budget. La 6e session du conseil d'administration de la Naser, c'était ce matin et le reportage est signé Mohamed Diarra. Un exercice de routine avec une nouvelle direction et de nouveaux administrateurs. Et lorsque les administrateurs de la Naser se retrouvent, ils ne peuvent parler que de la lutte contre l'insécurité routière. À la Naser, l'accent est mis sur la promotion du port du casque. Le but est de réduire considérablement les accidents de la circulation. La Naser a réalisé les activités suivantes. Au titre de la formation, de l'information et de la sensibilisation des usagers de la route. Il s'agit notamment de l'organisation des journées de sécurité routière à Tombouctou et la poursuite de la formation des agents de la police et de la gendarmerie au remplissage de la fiche BAC. La liste des réalisations n'est pas exhaustive. Sur les 28 activités programmées, 22 ont été réalisées et 6 en cours d'exécution, ce qui fait un taux d'exécution de 78,57%. L'explication de ce retard dans l'exécution de ces activités s'explique par la situation de l'exploitation du pays. Les antennes régionales en Naser ont subi des dommages qui ont eu des incidences sur le budget 2013 de la Naser. Il connaîtra une diminution de près de 3%. Nous sommes environ à 1 milliard 260 millions de budget. On est obligé de serrer la ceinture. Vous savez, l'insécurité routière ne connaît pas de crise. Donc nous allons mettre l'accent sur la prévention pour que la crise que nous connaissons déjà ne soit pas aggravée par des accidents de la circulation routière. La tâche s'annonce donc ardue, mais les administrateurs de la Naser ne comptent pas baisser les bras pour donner à cette structure sa raison d'être. Réaliser le plan stratégique de développement PSD de l'ANPE, un plan dont les activités ont été suspendues
à cause de la crise. C'est la volonté des administrateurs de l'agence qui ont tenu la 23e session de leur conseil d'administration. La dite session a examiné et adopté le budget de 4 milliards de francs CFA de l'ANPE. Fatoumata Kone. L'ANPE a lancé un outil de gestion appelé Plan stratégique de développement PSD. C'est un programme phare élaboré pour 5 ans. Les administrateurs de l'agence doivent examiner les nouvelles orientations promulguées au PSD. C'est un outil qui a été conçu pour nous permettre de mieux faire face à nos missions, en dotant les structures de moyens conséquents et surtout en personnel qualifié pour que nous puissions mieux faire face à nos obligations. Obligations qui se résument à la promotion d'emploi, la formation professionnelle, la communication, l'information sur le marché du travail, entre autres. Pourtant, l'agence a connu quelques difficultés cette année. Par exemple, pour ce qui concerne un volet de l'opération taxi, nous avons connu de sérieuses difficultés avec un opérateur qui n'arrive pas à faire face à ses obligations, mais nous sommes en train d'essayer de résoudre cette équation. L'enquête permanente auprès des ménages, c'est une étude annuelle que nous lançons pour connaître le taux de sous-emploi. Il est évident que cette année, vu la conjoncture, on n'a pas pu réaliser cette étude. Pour atteindre des résultats satisfaisants, les administrateurs ont estimé le budget de l'agence à 3 534 millions de francs CFA. Cette somme permettra de réaliser d'autres activités, dont l'entretien du bâtiment, la formation du personnel. Le budget global pour l'exercice 2013 est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 3 500 millions, sur lesquels plus d'1 milliard sont nécessaires à la réalisation de ces dites activités programmées. Pour l'exercice 2013, un accent particulier sera mis sur la création d'emplois des jeunes. L'ANPE compte investir à hauteur de 600 millions de francs CFA pour la paix étant le thème de cette 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et du Festival international de N'Djamena. L'UCKO rend ainsi hommage à Nelson Mandela de l'Afrique du Sud et à Mahatma Gandhi de l'Inde, 2 apôtres de la paix. Cette année, nous avons discerné ces 2 piliers, ces personnalités qui semblent pour nous un symbole de la liberté, un symbole de foi, un symbole même de croyance en être humain. Parce que ces 2 hommes, ils ont cru en l'homme, quelle que soit sa couleur. Créé en 1991, ce prix porte le nom du défunt frère aîné du cinéaste Souleymane Cissé, dont l'engagement à ses côtés lui a permis d'écrire les plus belles pages de l'histoire du cinéma malien. Auparavant, l'assistance a eu droit à la projection d'un court-métrage intitulé Le Devin d'un Golonina. Cette œuvre de 15 minutes réalisée par Souleymane Cissé retrace l'histoire d'un vieux marabout abandonné par les siens. En somme, c'est un entretien entre le réalisateur et le personnage central du film. Almami Cissé, lui aussi gratifié du prix N'Djamena Sori lors de cette cérémonie de clôture. Le rôle du cinéma dans la culture de la paix est une démarche qui traduit donc tout l'engagement des professionnels du cinéma malien dans la culture de la paix. Et sport, actualité sportive, après Benenco, la Société africaine de transit et bien d'autres particuliers, c'est au tour de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de donner leur contribution aux aigues du Mali, des remises qui vont dans le cadre de l'opération de soutien lancée. Le compte-rendu de Abdelkarim Kaba. Les Maliens ne comptent pas rester en marge de l'opération Grande Collecte de fonds pour les équipes nationales de basket et de football engagées dans les compétitions internationales en 2013. C'est pourquoi, en l'espace de 4 jours, environ 43 millions de francs CFA ont été réceptionnés par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les donateurs sont entre autres la Société Benenco, 20 millions de francs CFA, la Société africaine de transit, 1 million, le cabinet du ministère lui-même, 500 000 francs CFA, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 250 000 francs CFA, et l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, 20 millions. Elle se situe dans le cadre de la solidarité et de l'esprit patriotique que l'ensemble des banques et les établissements financiers ont voulu apporter au ministre de la Jeunesse et des Sports pour mieux préparer les aigues afin d'assurer des résultats probants pour la prochaine CAN en Afrique du Sud. Tous les Maliens, et nous particulièrement aujourd'hui, nous espérons de tout cœur que nos footballeurs puissent réaliser un résultat en Afrique du Sud. Nous le voulons pour nous-mêmes, mais nous le voulons surtout pour le pays.
En attendant la première grande compétition qui est la CAN de football dans 3 semaines en Afrique du Sud, la Commission compte sur l'engagement et l'esprit patriotique des Maliens. L'opération Soutenons les Aigles se poursuivra jusqu'en septembre 2013, date de la dernière compétition. Sport toujours, athlétisme. Cette fois-ci, la 5e édition du marathon Groupe Bank of Africa aura lieu cette année le 13 janvier à Bamako. L'information a été donnée et officialisée hier au cours d'une conférence de presse dont Isaac Thienou nous fait le compte-rendu. C'est à travers un point de presse animé par la Fédération malienne d'athlétisme et le Groupe Bank of Africa que les deux partenaires ont dévoilé la date de la 5e édition du marathon de Bamako. Cette compétition d'endurance est ouverte aux 14 pays dans lesquels la banque est implantée. Cette année, le marathon se tient dans un contexte particulier. Cette édition 2013 est placée sous le signe de la solidarité Mali, avec une pensée forte pour les populations du Nord. Le marathon, on l'a dit, mais il faut le répéter, est une discipline qui met en avant les valeurs communes à notre groupe, telles la persévérance et la gestion disciplinée et rigoureuse de ses ressources pour atteindre le but et franchir la ligne d'arrivée avec succès. Le Groupe Bank of Africa est plus que jamais déterminé à pérenniser cette compétition dans notre pays. Le marathon véhiculant des valeurs sportives basées sur l'endurance, la résistance, sera cette année spéciale aux yeux de la Fédération malienne d'athlétisme. Cette édition sera spécialement l'occasion pour nos élèves et étudiants de faire montre d'une grande participation et d'un enthousiasme débordant. Pour nos athlètes militaires qui y participent chaque année, une preuve de leur mobilisation et de leur détermination sans faille pour la libération imminente du nord de notre pays. Cette année, le circuit sera modifié et tout se passera sur la rive gauche. En plus du marathon, 2 autres courses d'endurance seront à l'honneur. Il s'agit des 10 km pour les hommes et femmes de plus de 18 ans et 5 km pour les garçons et filles de moins de 18 ans. Restez avec votre télévision nationale, nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal des formations. Le journal des formations qui viendra donc juste après l'émission Performance, fin donc de cette édition. Demain 13h vous sera présenté par Daisy Soko. Je vous retrouve si tout va bien pour l'édition du soir. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester de cœur et d'action avec nos parents vivant sous occupation. Bonsoir à tous. Thank you.